Bonjour à tous. On est une nouvelle fois, très heureux avec Sébastien de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui ce matin sur la fibre optique, sachant que cet après-midi, il y en aura un autre sur la mesure et le contrôle fibre optique. Comme je disais un petit peu auparavant, donc ce webinaire est sur la plateforme Zoom. Il est retransmis également en direct sur YouTube, qui permet, on va dire, à tous les élèves de venir nous rejoindre et de venir euh, le regarder. Voilà. Juste un petit rappel quant au fonctionnement de la plateforme de vidéoconférence. Vous allez retrouver en bas des petits boutons. Donc un petit bouton qui s'appelle questions-réponses. Sur ces questions-réponses, c'est un petit peu à utiliser sur des questions que vous avez concernant la présentation que nous fera Sébastien. À la fin de sa présentation, je ferai le tour avec lui des questions et on essaiera d'y répondre du mieux possible. Et vous avez également un autre petit bouton qui s'appelle Converser, où alors là, Sébastien, moi-même et Hugo, présents également, que vous voyez sur votre écran, peut répondre. Voilà, Hugo Juano, qui est notre responsable commercial sur toute la région Grand Est, Île-de-France, le Nord et la région Centre. Je pense avoir tout dit. Et de ce pas, je vais les laisser. Alors, vous savez, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, vous ne le savez pas, pour ceux qui ont participé aux deux premiers webinaires, vous le savez, Sébastien est un grand et monopolise un petit peu le temps de parole. Donc, c'est tout de suite la parole. Tout de suite. Voilà, donc à peu près le webinaire devrait tourner aux alentours d'une heure. On Voilà. va essayer de faire un peu moins aujourd'hui, de rester dans les 3/4 d'heure officiels d'un webinar. Alors c'est vrai que je parle beaucoup, c'est pas de ma faute, je suis né comme ça. Je parle énormément, mais voilà, on va essayer de faire l'initiation à la fibre optique. Alors je rappelle la démarche d'origine, j'ai, j'avais besoin, à cause du confinement, de trouver une solution pour continuer les cours avec mes élèves. Donc, connaissant la société ERM, avec qui j'avais déjà participé à un webinaire qu'ils avaient fait, j'aurais demandé de l'aide. Donc, pour mes élèves à moi. Et on s'était dit, c'est dommage de rester qu'au nôtre. Si on arrive à avoir une plateforme qui tourne, pour l'instant, ça tourne plutôt même très bien sur l'ensemble. Donc, on invite le plus possible de gens à venir suivre ces petits webinaires. Alors, l'idée, c'est de faire des cours qui sont entre guillemets des présentations plus que des cours, c'est de la présentation, de l'information, pour que ça soit tout niveau. C'est-à-dire que ça puisse aller sur des niveaux de seconde comme sur des niveaux de première ou de terminale bac pro. L'idée après, c'est de vous emparer de ces présentations si vous en avez besoin pour justement faire des questionnaires, aller plus loin après avec vos propres élèves. Donc voilà, je voulais remercier la société ERM pour le prêt de cette plateforme parce que ça nous est très utile en ce moment. Et on remercie aussi la société SET qui a aussi participé en nous offrant la possibilité d'utiliser le logiciel que j'utilise pour la présentation, entre autres, et donc les documents qu'ils ont de chez eux sur la fibre optique, des petites vidéos qu'on a construites aussi, qu'on a construit ensemble. Donc voilà, on remercie les deux sociétés pour leur aide en cette période un peu compliquée. Donc pour aujourd'hui, on va essayer de faire plus court que d'habitude. C'est vrai qu'habituellement, je suis plutôt autour d'une heure et demie que 3/4 d'heure. Donc là, je vais réduire la voilure pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus succinct. Donc la fibre optique. Donc alors la fibre optique, bien entendu, on va parler du principe de la FTTH. Mais avant de parler de la FTTH, de la soudure et ainsi de suite, je pense qu'il est important pour nos jeunes de savoir aussi comment ça se fabrique. Donc cette fabrication, en fait, alors l'avantage de YouTube là aussi, c'est qu'il y a des tonnes et des tonnes de vidéos qui expliquent pas mal de choses. Donc j'ai fait des petites sélections. On va pas tout regarder aujourd'hui, mais de toute façon la présentation, vous y aurez accès dès que j'arrive à trouver un petit moment pour arriver à la mettre sur un site. Vous y aurez accès justement pour pouvoir la réutiliser après, comme vous avez envie, avec vos jeunes et qu'ils puissent se référer dessus. Donc voilà, on va regarder comment déjà la fibre optique est fabriquée.
Fabrication de la préforme en silice. La préforme est un barreau de silice, un verre si pur que 100 km d'épaisseur de cette matière sont plus transparents qu'1 cm de vitre ordinaire. Lors de sa fabrication, des matériaux sous forme gazeuse sont injectés dans un tube. Porté à haute température, 2300 degrés, ce tube se rétreint pour former un barreau solide, la préforme. Mise en place de la préforme et cuisson. Observez la préforme placée à la verticale en haut de la tour de fibrage. Cette préforme est positionnée au-dessus d'un four dont la température peut aller jusqu'à 2300 degrés. Une seule préforme peut donner plusieurs milliers de kilomètres de fibre optique. Étirage de la fibre et coupe de la goutte. Sous l'effet de la chaleur et de la pesanteur, une goutte se forme à l'extrémité de la préforme. Elle s'étire ensuite en un fil de verre très fin, presque aussi fin qu'un cheveu. La goutte que vous voyez ici est ensuite coupée. Ajout de la couche de protection polymère. Pendant tout le fibrage, la fibre optique est mesurée de façon précise afin de bien contrôler ses dimensions. Lors de cette étape, la fibre atteint son diamètre final. Elle est alors recouverte d'un revêtement protecteur. Tirage final, test et mise en bobine. Une fois que la fibre est fabriquée, plusieurs tests sont effectués. Transmission optique, résistance à la traction et autres indicateurs de fonctionnement. La fibre est ensuite enroulée sur bobine. Elle est prête à l'emploi. Donc voilà une petite présentation de comment est fabriquée la fibre. Alors c'est important pour nos jeunes de comprendre que c'est de la silice, hein, puisqu'ils parlent toujours du verre en disant mais le verre c'est très très fragile, on ne peut pas l'enrouler, on ne peut pas le toucher. Oui, le verre comme ils le connaissent pour boire justement, mais pas la fibre par elle-même. Donc voilà, la petite fabrication de la fibre nous permet justement de voir comment ça fonctionne. Après, il y a plein de vidéos qui existent donc sur Internet, comme je le disais. Là, j'ai fait une petite sélection qui est plus visée sur le déploiement après de la fibre en France en FTTH. Mais il y en a certaines qui sont sympathiques aussi pour l'explication. Ils ont fait beaucoup de sociétés ont fait des petites explications pour différencier, par exemple, le type de fibre optique qui peut exister. Donc là, j'ai une petite vidéo avec justement la fibre optique et les différents types de fibres qu'on peut avoir. Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment identifier les types de fibres pour les liens intérieurs tels que les breakouts, les trunks et les cordons de brassage optique. Pour chaque type de fibre, il existe une couleur de gaine du câble. Le jaune pour les fibres monomodes, le orange pour les fibres multimodes OM1 et OM2, le turquoise pour les fibres OM3 et le magenta pour les fibres multimodes OM4. Les fibres multimodes OM1 et OM2 sont des fibres d'ancienne génération et ne sont pas optimisées laser. Ces fibres possèdent des cœurs optiques respectivement de 62,5 et 50 microns. Elles peuvent être utilisées sur des réseaux Ethernet courte distance de 10 mégas à 1 gigabit par seconde. Aujourd'hui, les fibres multimodes les plus couramment utilisées sont les fibres OM3 et OM4. Elles possèdent toutes les deux des cœurs optiques de 50 microns et sont capables de supporter des débits jusqu'à 100 gigabits par seconde sur des distances beaucoup plus grandes.
Les fibres monomodes, quant à elles, ont un cœur de 9 microns. Elles ont une portée jusqu'à 50 fois plus importante que les fibres multimodes et une bande passante beaucoup plus large. Elles peuvent être utilisées sur des liens bidirectionnels et on les retrouve principalement dans les réseaux télécoms. À bientôt pour un prochain rendez-vous Smart. Donc voilà, c'est vraiment sur les fibres intérieures, mais ça, justement, ça amène le débit et distance. C'est-à-dire que souvent, on a une idée fausse qui a été transitée avec la fibre optique, où on dit qu'il n'y a aucun problème avec la fibre, il n'y a pas de perte. Il y en a bien moins, bien entendu, que sur du cuivre, mais il y a quand même des pertes, donc il y a quand même aussi des types de fibres différentes qui sont mises. Alors c'est vrai que nous, on utilise souvent de la monomode pour tout ce qui est déploiement, mais il n'empêche que même en monomode, on va quand même avoir là aussi des pertes. C'est pour ça que d'ailleurs nos fournisseurs d'accès ne nous définissent pas un débit complet, ils nous parlent d'un débit approximatif, en disant que ça peut aller jusqu'à 1 giga, 2 gigas ou 10 gigas suivant le fournisseur. Mais en fait, au final, quand on se connecte, on se rend compte que même si on nous a dit qu'on avait du 2 gigas, on n'a pas toujours de 2 gigas. Alors, à plusieurs raisons, la fibre, l'installation de la fibre, et bien entendu, après, tout ce qui est partie active derrière. Et vu qu'en France, on va le voir un petit peu après, on fait de la FTTH en GPON. Donc là aussi, ça fait obligatoirement un goulot d'étranglement. Donc, on va justement avoir d'autres technologies. Donc, au niveau des raccordements, il y a plein, là aussi, il y a plein de vidéos qui expliquent très bien le raccordement. Alors moi, j'ai récupéré une partie des vidéos de chez Orange qui a fait en 4 parties en fait l'explication simple d'un raccordement FTTH. On va pas dire version Orange, puisque en fait c'est une version qui en fait se définit maintenant, et on aura l'occasion d'aller voir. Je vous présenterai un petit site pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est Objectif Fibre, qui a fait des fascicules sur tous les déploiements, comment on fait tous les déploiements en FTTH, donc que ce soit pour du particulier, pour de l'entreprise, et c'est très intéressant. Donc je vous montrerai ces petits catalogues sur le site. Donc au niveau du déploiement, on va regarder la partie déploiement Orange. Alors c'est des vidéos qui datent un peu, mais la façon de faire et l'utilisation est à peu près identique à l'heure actuelle. Ça n'a pas beaucoup évolué en fait. Comme vous le savez, la fibre optique va à la vitesse de la lumière, mais elle ne tombe pas du ciel. Son déploiement se déroule en 4 étapes et fait intervenir de nombreux acteurs locaux, comme les communes, les architectes des bâtiments de France, les syndics et les bailleurs, qui donnent les autorisations nécessaires pour procéder aux travaux de raccordement. Tout ça, ça prend du temps. La première étape se situe à l'échelle de la commune. Elle consiste à installer ce qu'on appelle le nœud de raccordement optique, un grand central optique que l'on relie au cœur du réseau national. Ce NRO, comme on dit, permet de couvrir en fibre une zone de plusieurs kilomètres avec un débit identique partout. Que vous habitiez à 50 mètres ou à 10 km de ce point, disons-le névralgique, il n'y aura jamais d'affaiblissement dans le débit. C'est ça, la magie de la fibre. Enfin, c'est aussi ça. Alors, il n'y a pas d'affaiblissement. Hein. C'est vrai que si on part sur un NRO dans une petite ville, c'est vrai que ce n'est pas à partir du NRO qu'on va avoir un gros affaiblissement si, bien entendu, l'installation de la fibre a été faite correctement. On va voir la partie numéro 2 de l'installation. Donc là, on a vu la partie NRO. Maintenant, on va partir sur les points donc, de mutualisation. La deuxième étape, c'est la création des points de mutualisation. Une fois le NRO installé, le nœud de raccordement optique, pour ceux qui n'auraient pas suivi la précédente explication, Orange déploie les points de mutualisation, d'où partent ensuite les raccordements vers les bâtiments et les logements. Entre le moment où le point de mutualisation est créé et le moment où un logement devient raccordable, il s'écoule à minima 3 mois. Ce délai réglementaire permet à chaque fournisseur d'accès Internet de venir se raccorder s'il le souhaite pour proposer ses offres fibres aux habitants du quartier. Donc voilà, donc on met des points d'utilisation, bien entendu, c'est-à-dire qu'en fait, on verra ça un peu plus tard entre les zones moyennement denses et les zones très denses, où il y a eu les obligations sur le plan France très haut débit qui ont été différentes. Sur une ZMD, une zone moins dense, on a qu'un seul opérateur en fait qui va fibrer, qui va laisser après l'accès aux autres opérateurs de prendre le circuit fibre qu'ils viennent d'installer en zone très dense, donc dans les villes avec un fort niveau de population. Là, par contre, on va avoir chaque opérateur qui va tirer son propre réseau fibre, donc après, qui vont pouvoir justement gérer leur fibre comme ils ont envie. S'ils n'ont pas envie de faire de la GPON et qu'ils ont envie de faire du peer-to-peer, c'est-à-dire raccordement directement du NRO jusqu'à l'abonné, avec une seule fibre unique pour son abonné, ils auront le droit de le faire.
Donc ensuite, la troisième partie du déploiement. Donc on vient de faire le NRO et le point de mutualisation. La troisième étape du déploiement de la fibre, c'est celle où on relie le point de mutualisation situé dans la rue au point de branchement optique placé à l'intérieur de chaque immeuble ou, quand il s'agit d'une maison, à l'extérieur. Pour ça, on utilise les équipements existants qui peuvent être aériens ou souterrains. Là aussi, il peut s'écouler un certain temps, pour 2 raisons. La première, c'est qu'Orange ne peut intervenir dans un immeuble qu'après avoir reçu l'autorisation du syndic. Donc forcément, après un vote en assemblée générale de copropriétaires. La seconde raison, c'est qu'après la pose du point de branchement optique, les opérateurs doivent laisser le temps aux autres opérateurs qui souhaitent commercialiser la fibre de se raccorder au point de mutualisation. Il faut compter au minimum 1 mois, c'est la règle. Mais à cette étape, vous pouvez souscrire à une offre fibre et déjà réserver votre créneau de raccordement avec Orange. Donc voilà, en fait, quand on est dans un immeuble, on va aller venir se connecter à un PRI, un point de raccordement immeuble, d'accord. Donc, et dans les maisons, on va être en général dans du souterrain, on va monter ça dans les BPEO, d'accord, en général dans les canalisations préexistantes la plupart du temps. On fait de l'aérien aussi, mais bon, l'aérien, c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, à terme, ne va peut-être pas rester en tant que tel, parce que c'est vrai que l'aérien, la fibre se retrouve à l'air libre. Donc, même si elle est gainée, elle peut avoir pas mal de défauts. C'est pareil, hein, si vous avez un arbre qui tombe par rapport à un orage ou autre, qui tombe sur les fibres, ça va couper là aussi les fibres. Alors en général, quand on est en aérien, de toute façon, c'est que l'ensemble des réseaux, que ce soit électrique ou de communication, étaient déjà en mode aérien avant. Donc bon, c'est des choses qui vont normalement au fur et à mesure du temps évoluer. Et je pense que quand ils vont faire de la VRD dans les villes, on espère qu'ils y pensent, à venir réenterrer justement tous ces réseaux qui ont été posés. Donc la dernière partie, donc après le NRO, le point de mutualisation, le PRI. La quatrième et dernière étape du déploiement de la fibre, c'est celle que tout le monde préfère. C'est le moment où tous les points intermédiaires ont été reliés et où vous apprenez que vous êtes enfin éligible à la fibre. Vous pouvez alors souscrire à une offre fibre sur le fournisseur d'accès de votre choix. Si vous choisissez Orange, l'un de nos techniciens vient alors s'occuper du raccordement à la fibre chez vous. Ensemble, vous choisissez l'emplacement de la prise fibre pour qu'elle soit adaptée à vos usages et bien sûr reste la plus discrète possible. Après, il ne vous reste plus qu'à installer votre Livebox, votre décodeur TV et à connecter vos équipements. Et évidemment, à profiter pleinement de la fibre. Alors c'est vrai que le choix de l'emplacement du PTO, alors on va dire que c'est un oui et un non, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de mettre son PTO où on a envie, ou son DTIO, hein, si on a un DTIO, si on a un tableau de com complet, on peut leur demander d'arriver directement dedans. Le problème à l'heure actuelle, c'est les différences entre les box. Hein. Certaines box, maintenant, on a eu plusieurs cas. Avant, on avait des box uniques avec le player à l'intérieur de la box serveur. Après, on a eu des players qui ont commencé à se séparer. Donc, on pouvait avoir la partie serveur de la box qui était installée sur le tableau de com sans problème. Et après, derrière, envoyer le player à côté de la télévision. Après, c'est revenu en arrière, donc on a pas mal de choses comme ça. Donc, moi, je connais beaucoup de gens qui me disent « mais ils n'arrêtent pas de changer. Maintenant, moi, j'ai fait installer ma prise là, et en fait, après, maintenant, je me retrouve qu'avec une box, il faut que je retire des câbles. » Donc, c'est vrai qu'une l'installation VDI dans une maison est maintenant quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'on doit prévoir justement de pouvoir envoyer les flux dans tous les sens pour qu'on puisse récupérer ce qu'on a besoin. Donc voilà, au niveau des vidéos pour la découverte de la fibre optique, on va s'arrêter là. On va passer directement à une petite présentation fibre optique qui a été préparée avec l'aide de RM d'ailleurs, hein, sur celle-là. Donc présentation de la fibre optique. Donc les télécommunications modernes, bien entendu, maintenant de plus en plus on fait appel à la fibre. De toute façon, on n'a pas d'autre choix. C'est-à-dire que toute la partie télécommunication, on a des flux de plus en plus importants. On a des téléviseurs 4K, on a vu que la télévision par ADSL, la télévision IP, pardon, est de plus en plus utilisée. C'est-à-dire qu'on a tendance à de moins en moins monter d'antenne quand on est habitué à utiliser justement la partie TV par IP. Donc c'est vrai qu'il va nous falloir de la fibre. La DSL ou la VDSL, le XDSL, on va dire, pour généraliser l'ensemble. La VDSL, on nous annonce 100 mégas en VDSL. Oui, 100 mégas, c'est vrai, quand on habite sur le NRA, hein, sur le nœud de raccordement abonné. Au-dessus d'1 kilomètre, il n'y a pas vraiment d'écart entre la VDSL et de la DSL. Donc c'est vrai qu'on va être obligé de passer en fibre.
entre autres, les technologies de communication mobile, elles aussi, nous imposent d'avoir la fibre. Quand on prend de la 4G, si on veut avoir une 4G qui soit de la vraie 4G, hein, c'est-à-dire pas avoir que simplement le logo sur le téléphone où ça nous dit on a 4 barres en 4G. Hein. 4 barres, c'est simplement que l'antenne nous répond qu'elle est très proche de nous et qu'elle a assez de puissance. Par contre, après, le signal, le débit qui va être admissible sur la 4G va dépendre si cette antenne a été fibrée ou pas fibrée. En 2020, bon, ça a été reporté suite aux événements actuels, mais il va y avoir en juillet 2020, je crois que ça a été annoncé, les enchères pour la 5G, cette 5G-là, bien entendu, obligatoirement, si on veut avoir des débits d'1 giga, voire 10 gigas, comme c'est annoncé sur la 5G, il va bien falloir que les antennes soient entièrement fibrées. Donc, bien entendu, on va faire appel à la fibre, alors pour plusieurs raisons. La fibre, parce qu'on a une faible atténuation, c'est-à-dire pas qu'on n'a pas d'atténuation, comme c'est dit dans les vidéos de chez Orange juste avant, mais on a une faible atténuation, on a une grande bande passante, et en plus, c'est vrai que c'est léger. C'est-à-dire que quand on fait de l'installation, si on fait de l'installation, par exemple aérienne, il est clair qu'installer une fibre, c'est plus léger sur les poteaux que d'installer du cuivre. Donc, par contre, en effet, la partie inconvénient, c'est la mise en œuvre. Donc, ça nécessite du personnel qui a été formé à la fibre optique. Donc, il émerge de partout des formations fibre optique justement pour faire du déploiement fibre, puisque tout ce qui avait été demandé dans le plan France très haut débit va être quand même assez compliqué. 100% du territoire, alors ça n'a pas arrêté de changer. Au départ, tout début, le premier plan France très haut débit, c'était 100% du territoire fibre en 2020. Ça va être compliqué. Après, ça a été 2022. On se rend compte que ça va être là aussi compliqué. Donc après, ils ont commencé à modifier en disant qu'il va falloir du très haut débit. C'est plus vraiment de la fibre, c'est du très haut débit. C'est-à-dire qu'il faut dépasser les 30 mégas. Mais il n'empêche qu'à terme, de toute façon, la fibre devra être de partout pour qu'on puisse avoir les usages qu'on a besoin. Donc c'est vrai que la mise en œuvre, elle est compliquée. La fragilité, c'est vrai que la fibre, c'est quelque chose, quand on met en place, c'est pas comme du cuivre. Je dirais que le cuivre a plus de tolérance au tirage que la fibre. La fibre, il va falloir faire attention à bien se connecter correctement sur les Kevlar pour pouvoir tirer une fibre, pour éviter justement de l'abîmer. Et le coût, avec l'augmentation du prix du cuivre et ainsi de suite, maintenant le coût il n'est pas vraiment très très significatif, ça le reste encore un peu, mais pour l'instant, mais bientôt, à mon avis, la fibre sera au niveau du coût du produit sera le même. Par contre, il est sûr que le prix du matériel fibre n'a rien à voir avec le prix du matériel cuivre, c'est-à-dire aussi bien sur les parties actives de la fibre, donc tout ce qui va être switch actif, donc tout ce qui va être monté dans les Nero, les DSLAM, alors on appelle plus ça des DSLAM, mais j'ai mangé le nom, en fibre optique. Mais bon, voilà, ça ne s'appelle pas un DSLAM, c'est un autre nom. Là aussi, les coûts sont largement supérieurs. Derrière, les coûts d'investissement sur un BPO ou sur juste un petit tablier de connexion cuivre, ce n'est pas le même prix non plus. Donc pour l'instant, c'est vrai que le déploiement cuivre est un coût. Par contre, c'est un avantage énorme au niveau de notre fonctionnement. Donc, la fibre optique, ça utilise le principe de réflexion totale pour transporter de la lumière. Sachez qu'on a beaucoup de jeunes qui parlent souvent de fibre optique, surtout quand ils arrivent en seconde, du moins chez nous. Et en fait, ils n'ont pas encore vraiment capté que c'était que de la lumière qu'il y avait dedans, quoi. Ils seraient quasiment capables d'aller chercher une tension sur la fibre optique. Mais donc, c'est bien de la lumière. Donc, ainsi, les rayons lumineux arrivent à la fibre et réfléchissent tout au long de la fibre, suivant les lois de réfraction. Donc, pour aller plus loin, pour ceux qui ont envie, il y a les lois de Descartes. Il existe deux grandes technologies fibres, la fibre de verre et la fibre plastique. Alors, la fibre plastique, c'est un usage très limité, ça on utilise surtout dans les éclairages, dans les liaisons très courte distance. La seule chose, j'en parle de la fibre plastique parce qu'il faut faire très très attention. On a eu le cas de figure, nous, il n'y a pas longtemps, où on nous a dit la soudeuse, elle ne fonctionnait pas. En effet, la soudeuse ne voulait pas fonctionner, puisqu'on avait une soudeuse, une fusionneuse cœur à cœur, et il y avait d'un côté un connecteur, enfin une fibre de verre, et de l'autre côté une fibre plastique. Donc là, bien entendu, ça ne marche pas du tout de la même façon. Donc la soudeuse ne voulait pas fonctionner. Donc pour toutes les transmissions au débit utilisées dans les communications, seule la fibre en silice, donc la fibre de verre, la fibre en silice, apporte des performances intéressantes. C'est-à-dire qu'en fait, de plus en plus, le déploiement est fait vraiment en fibre de verre, la fibre optique en silice, et la fibre plastique va être utilisée pour faire des petits raccords en interne si on n'a pas besoin d'avoir de très grandes distances.
Donc, la fibre optique nue est constituée de 2 parties concentriques. Hein. C'est-à-dire concentrique, c'est-à-dire que tout est bien formé autour de son axe. Donc, il y a une partie optique qui canalise et propage la lumière. Hein. Donc, on a bien une âme sur la fibre et après, on a la partie de protection optique. Et derrière, on a une couche de protection qui, lui, n'a aucune capacité de faire pour réfléchir la lumière. Pardon. Donc, c'est vraiment la partie optique qui est intéressante dans la fibre, parce qu'en fait, la fibre, son âme, la lumière va essayer, à un moment donné, n'est pas parfaite, c'est-à-dire qu'on n'est pas pile dans l'axe au niveau de la lumière, donc on va avoir un angle réfléchi, un angle de réfraction. Donc justement, pour limiter cette réfraction, on va utiliser une gaine qui va nous permettre de recentrer justement la partie lumière. Donc, alors, on a plusieurs tailles de cœur sur une fibre. Donc du 9 microns, du 50 microns, du 62,5 microns. Donc le 9 microns, c'est la monomode, hein. Donc c'est qu'on va le plus utiliser. Donc le cœur optique il est donc composé de silice, hein, dans lequel va se propager les ondes. Et la gaine optique en général est composée du même matériau que le cœur, mais elle est dopée différemment. C'est-à-dire qu'elle confine les ondes à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour justement se faire traverser par les ondes, mais là pour essayer de recentrer dans le cœur la partie des ondes lumineuses. Donc, il va y avoir obligatoirement une gaine de protection, et c'est ça qui est important dans la fibre optique. On a parlé de sa fragilité, et il est clair que la gaine de protection est très importante. Donc, moi, j'ai vu des installateurs qui ont fait des installations sur des PTO où on ne voit plus la gaine de protection, on voit pas la gaine de protection arriver jusqu'au PTO. Ça a été arrêté bien avant. Alors, c'est vrai que c'est plus simple à installer comme ça. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec de la fibre optique qui n'est plus protégée correctement, donc qui risque d'avoir des problèmes de casse. Hein. On a les problèmes de rayons de courbure aussi qu'on verra tout à l'heure. Ça risque d'être assez compliqué. Donc les deux types de fibres, on en a parlé, ils en ont parlé tout à l'heure dans la vidéo, hein, la fibre monomode, donc single mode fiber, c'est la G657. Donc c'est celle qu'on utilise le plus dans le déploiement FTTH. On se retrouve avec des longueurs d'onde de 1310 à 1550, c'est les standards. Et il y a aussi de temps en temps des 1625. On a aussi quelquefois des 1455, mais en général, celles qui sont utilisées pour couvrir, on va utiliser en général du 1550. Ensuite, on a la multimode. Donc, c'est la multimode fibers, la 651. C'est une fibre de diamètre, de grand cœur de diamètre, hein, donc de 9 on passe à 50, donc obligatoirement on augmente le diamètre. La propagation du rayon se fait par réflexion successive, la lumière se propage suivant plusieurs modes, et elle peut suivre plusieurs trajets à l'intérieur du cœur. Donc ça c'est pareil, on a des longueurs d'onde qui sont de 850 à 1300, et généralement utilisées pour des plus courtes distances, c'est-à-dire quand on n'excède pas 2 km. Alors, il y a eu des essais qui ont été faits sur la fibre au Japon il y a quelques temps de ça, où on disait, voilà, alors nous, la fibre, on ne comprend pas, on nous bloque, alors à l'époque, on nous bloquait à 1 giga, après, il y a un fournisseur qui est arrivé avec du 10 gigas, d'autres fournisseurs ont commencé à proposer du 2 gigas. Au Japon, il y a eu un essai qui a été fait sur de la fibre optique, où sur 60 km, pendant 24 heures, on a mis 4,2 téraoctets par seconde en débit dessus, et donc elle était maintenue. Alors bien entendu, c'est des essais, c'est-à-dire que la fibre à l'heure actuelle, et c'est pour ça que le déploiement d'un réseau fibre complet est très important, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, on n'utilise pas la capacité maximale de la fibre. C'est-à-dire qu'on pourra être amené à augmenter les débits en cas de besoin. Alors, on se demande toujours pourquoi, hein. C'est vrai qu'on va se dire, bah voilà, j'ai déjà 1 giga, j'ai 10 gigas. On va prendre une télé en 4K, on va dire ça les 50 mégaoctets secondes. Qu'est-ce que j'en aurais besoin d'avoir plus? Oui, pour l'instant, on n'a pas d'utilité, mais ce qu'on ne veut pas arriver, c'est arriver à la congestion qu'on a eue sur le réseau cuivre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des avancées technologiques, on se retrouve maintenant de plus en plus avec des équipements connectés. Hein. C'est-à-dire que chaque personne en fait, se retrouve avec de plus en plus d'équipements connectés. Vous avez votre ordi, vous avez votre portable, vous avez votre montre, vous avez votre tablette. Donc il y a tout qui commence à se connecter à tous les réseaux. Et il va y avoir donc tous les IoT. Hein. On en avait parlé un peu sur les autres webinars, sur le Smart City.
on a les IoT qui vont, elles aussi, bien entendu, récupérer de la bande passante et avoir de plus en plus d'utilisation de bande passante là-dessus. Donc, il va nous falloir un cœur de réseau qui fonctionne vraiment avec une grosse capacité et qu'on puisse l'augmenter au fur et à mesure. Par rapport à ce qui se passe en ce moment, au confinement, hein, vous avez vu, il y a plusieurs opérateurs qui disent attention, il faut quand même qu'on essaye d'être serein sur notre utilisation du réseau. Si on peut déporter des choses, qu'on évite de faire du replay, qui vont mieux enregistrer sur la box que vous avez, enregistrer ce que vous n'avez pas le temps de voir pour regarder après et pas utiliser le replay pour éviter la congestion du réseau. Pour ceux qui ont vu, il y a Disney+, qui devait démarrer le 24 mars, mais par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis au démarrage, où ils ont eu plusieurs millions d'abonnés quasiment immédiatement, et ils ont préféré déplacer ce démarrage de nouvelles VOD sur le 7 avril, je crois, de mémoire, pour justement éviter la congestion du réseau. Donc c'est vrai que cette fibre-là, on a des capacités avec la fibre elle-même. Derrière, on a les actifs. Ces actifs-là, il faut que ça soit mis en place, hein, et donc que ça se renouvelle et qu'on se retrouve avec du matériel de plus en plus puissant, donc de plus en plus onéreux, pour pouvoir couvrir tous les besoins qu'on va avoir au fur et à mesure du temps. Donc, la fibre, hein, la propriété basique, conduire la lumière, ça peut servir à l'éclairage, hein, on en a eu plein, et la transmission de données. Donc après, les couleurs émises est exprimées donc en longueur d'onde, hein, le nanomètre. Les longueurs d'onde utilisées pour la communication se situent dans le domaine de l'infrarouge. Donc l'infrarouge, en fait, c'est voilà, on va se retrouver sur la partie qu'on voit ici à l'écran. Donc il faut faire attention après au danger. On aura l'occasion d'en reparler de la fibre optique, parce que moi, dans les ateliers, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tracasse beaucoup, c'est toutes ces histoires de contrôle qu'on va faire avec des lasers et ainsi de suite, qui ont des longueurs d'onde qui peuvent être très très dangereuses pour les yeux. Donc c'est vrai que dans nos ateliers, j'ai une tendance à faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de jeu un peu interdit avec la fibre, juste en croyant que c'est le petit laser qu'on a acheté dans l'épicerie du coin et qui n'a pas spécialement de danger. Donc la répartition des spectres, donc il y a la partie des fibres plastiques, hein, donc on en avait parlé tout à l'heure, et ce qui nous intéresse le plus pour nous, c'est la partie multimode et la partie monomode. Donc voilà, nous on est souvent en monomode, comme je le disais, en 1310 ou 1550. La réfraction, hein, la lumière, elle traverse ou elle est réfléchie par l'interface entre deux milieux en fonction de son angle d'incidence. Alors ça commence à être un peu plus technique. On ne va pas rentrer trop dans la technique, comme je disais. Hein, c'est vraiment pour avoir une explication. On va pouvoir revenir dessus. Moi, c'est ce que je ferai avec mes élèves. Je leur enverrai plus d'informations dessus après. On observe une déviation du faisceau lumineux. En fait, hein, c'est exactement... il y avait une vidéo qui était pas mal, je ne voulais pas montrer, mais c'est vrai qu'on pour expliquer l'angle réfléchi et l'angle réfracté, il y a une vidéo qui est très sympa avec un collègue qui utilise un verre d'eau avec un stylo, et quand il montre que le stylo est déformé quand il rentre dans l'eau, ça nous permet justement d'expliquer ces angles assez facilement. Donc là, ça, c'est pareil, je ne l'ai pas rajouté, peut-être que je la rajouterai quand je vous ferai passer la présentation par la suite sur un site. Mais voilà, donc le principe, donc le faisceau de lumière est contenu dans la fibre grâce au changement de milieu entre le gaine et le cœur, dont l'indice de réfraction est favorisé par un faible diamètre du cœur. Pourquoi en fait la monomode est la meilleure? Parce que son cœur est plus petit, donc c'est celle qui va nous permettre d'envoyer le signal le plus loin. Parce que justement, c'est là où on va plus contenir le signal lumineux, le faisceau lumineux, c'est-à-dire qu'on aura moins de problèmes d'angle réfracté. Donc un seul mode de propagation, c'est la fibre monomode. Le rayon lumineux se propage selon le mode le plus direct, c'est l'axe optique. Hein, d'accord ? Donc on essaye bien entendu d'avoir un signal qui est le plus possible au niveau droit, donc au niveau de l'axe de la fibre. Donc ce qu'on essaye d'avoir, c'est vraiment justement tout dedans. On sait très bien qu'on va se retrouver avec des rayons de courbure. Hein. J'ai quelques petites vidéos qu'on a fait avec nos jeunes de seconde. Je vois qu'il y en a plein qui sont connectés à YouTube à l'heure actuelle avec nos jeunes de seconde sur la soudure fibre. Et après, on a fait des essais sur la réflecto, la photométrie, et puis juste de la vérification du localisateur de défaut. On voit bien que quand on prend une fibre et qu'on la tord, on va se retrouver avec la fibre qui va commencer à nous montrer le signal lumineux par avant du localisateur, c'est-à-dire qu'on lui a donné une contrainte qui est trop forte pour elle et donc elle commence à perdre en qualité.
Donc la partie multimode, alors là, c'est ce qu'on voit, on a bien plus d'angles de réflexion dans tous les sens. Donc le principe, c'est d'arriver à tout ramener et donc à faire dériver tous ces angles de réflexion pour qu'on ait le plus possible de signal à la fin. Donc ça, c'est pareil, hein, ce que je vous disais, c'est qu'on va essayer de garder ça pour ma part, ça sera plutôt avec les terminales où je leur enverrai des informations supplémentaires pour que justement ils puissent prendre en compte tous ces différents angles. Pour les secondes, c'est juste comprendre que la fibre, c'est pas quelque chose où la lumière elle passe pile poil au centre et que tout va bien dans tous les sens, où on n'a pas de problème d'installation et pas de problème de réflexion de la lumière. Donc l'atténuation de signal peut être provoquée par différents types de perturbations, hein, bah ouais, ça c'est sûr. On a les jonctions, hein, c'est une mauvaise jonction entre deux fibres, peut engendrer un affaiblissement. Alors ça, on le voit assez facilement avec les soudeuses, hein, quand on fait un mauvais clivage ou qu'on se retrouve avec une fibre qu'on a mal positionnée dans la soudeuse. Donc on peut avoir plusieurs principes. La séparation longitudinale. Alors ça arrive avec des fois avec certaines soudeuses où ils viennent souder mais avec la fibre qui est un peu trop éloignée. Donc on va se retrouver bien entendu avec des fuites de lumière là aussi. Le désalignement radial, donc ça arrive alors souvent sur les épissures mécaniques. Hein. Les épissures mécaniques, on aura peut-être l'occasion d'en discuter tout à l'heure, c'est assez compliqué. Le désalignement angulaire, c'est pareil, hein, c'est surtout avec le principe mécanique. Donc, on en arrive à une excentricité des cœurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas totalement cœur à cœur, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à être concentrique sur les deux parties de la fibre qui sont reliées. Donc voilà ce qu'on disait, hein, perte par rayonnement en courbure. Donc on a fait une vidéo avec certains de mes jeunes de seconde, là, on aura peut-être l'occasion de la voir tout à l'heure. Justement, on voit bien que quand on prend la fibre et qu'on commence à la tordre, quand on fait un test de localisation de défaut, ben on voit bien la lumière, on voit la fibre qui commence à s'éclairer. À cet endroit-là, ça passe à travers la gaine, ça veut dire qu'on lui a mis un rayon de courbure trop important pour elle, et donc elle commence à avoir des pertes. Donc on a vu les pertes par couplage, les pertes par absorption, parce qu'obligatoirement on perd au fur et à mesure, hein, de la réflexion dans la fibre. Donc les pertes par diffusion, les pertes de jonction, ça on en a parlé. Donc voilà, juste les contraintes. Un rayon de courbure trop faible va perturber obligatoirement le cheminement du flux, d'où un affaiblissement. Ça arrive souvent chez les clients. Dire que même si l'installation fibre a été faite très très correctement dans la maison, souvent c'est la dernière jarretière qui est mise qui pose le plus de problèmes, parce qu'on veut cacher tous ces fils chez nous pour pas que ça se voie. Donc on va partir du PTO pour arriver à la box, par exemple, qui est en dessous de la télé, et on va se connecter, mais on veut mettre une petite goulotte. Donc la petite goulotte, pour que ça soit propre et que ça soit classe chez nous, on va y mettre un angle droit. Dès qu'on va mettre la fibre dans un angle droit, obligatoirement, si la goulotte n'est pas assez large pour lui laisser passer son rayon de courbure, si on a une toute petite moulure qu'on peut trouver dans les grands magasins de matériaux, obligatoirement, on va lui donner un rayon de courbure trop important. Et ce qu'il va faire, c'est qu'au dernier lien, on va vraiment avoir une très très grosse baisse de débit, parce qu'on a une énorme fuite à cet endroit-là. Il y a différents types de connecteurs, hein, qui sont utilisés pour la fibre. Donc dans les connecteurs, on a la plus standard pour nous, ça va être la SC, hein, c'est le standard connecteur. Hein. On utilise pas mal le LC pour la partie des baies de brassage. Je sais que nous, au niveau des baies de brassage, c'est souvent des switches fibre RJ avec des connecteurs LC. La SC, c'est ce qui est utilisé un peu de partout. Alors, on a la SC APC, la SC UPC. Hein. Donc, la SC APC, c'est le principe d'avoir un connecteur avec un petit angle, justement pour éviter le phénomène de miroir. C'est-à-dire que si vous mettez de la lumière en ligne droite face à un miroir, le retour va se faire obligatoirement en forçant contre le premier signal. Donc on vient mettre un angle d'inclinaison sur le connecteur pour que à cette connexion-là, on se retrouve justement avec des petits angles de réfléchi qui vont nous permettre justement de limiter la perte qu'on va avoir et donc de forcer contre le signal. Le raccordement fibre optique, donc on en a parlé, on a le principe de l'épissure mécanique. Hein. Alors l'épissure mécanique, pour moi, elle est recommandée uniquement dans le cas où on est technicien, on vient sur une panne, on se rend compte qu'il y a un problème de coupure fibre ou de fibre qui a été abîmée. Il faut qu'on fasse une intervention pour que le client ait tout de suite un signal. On vient faire une épissure mécanique.
Mais pour moi, ce n'est pas un déploiement qu'il doit y avoir d'épissure mécanique. Il faut vraiment que ça soit quelque chose de maintenance où je viens dépanner, je fais ce qu'on appelle la maintenance palliative, hein. Je fais du palliatif et après je reviendrai avec une soudeuse par fusion. Alors là aussi, cœur à cœur, gain à gain. Il y a eu des grandes batailles pendant des années en disant voilà, il faut tout faire en cœur à cœur parce que la gain à gain, c'est pas bien. Au final, on se rend compte que dans les derniers essais qu'il y a eu, ce cœur à cœur ou ce gain à gain, la différence, elle n'est pas si énorme que ça, en fait, quand on fait des vrais tests de mesure de réflecto. On n'a pas vraiment de grand écart entre une fusion cœur à cœur et gain à gain. Alors c'est vrai que souvent sur le terrain, ceux qui déploient à l'horizontale, hein, la fibre horizontale, utilisent souvent des gain à gain. C'est des machines qui sont peut-être un peu plus portables. C'est vrai qu'elles n'ont pas la même forme souvent que les cœurs à cœur, donc c'est des machines peut-être sûrement plus portables. En fait, au final, il n'y a pas une très très grande différence après quand on fait nos sutures. Donc bien entendu, après on a la mesure par réflecto, hein. Donc ça, on en parlera cet après-midi. Alors c'est pareil, cet après-midi, on va faire un tout petit webinaire d'une petite demi-heure, hein. C'est vraiment pareil pour avoir des petites notions. J'ai fait des vidéos sur des mesures. On verra que justement la réflectométrie, dans nos ateliers, quand on est enseignant, avec les distances de fibres qu'on utilise pour faire nos petits déploiements, c'est compliqué. C'est compliqué de faire de la réflectométrie, puisqu'en fait, on n'a pas beaucoup de distance de fibres. Donc obligatoirement, on va mettre les bobines d'amorce et on a bien plus de bobines d'amorce que de fibres qui va derrière, mis à part tester un touret de fibres. Je ne vois pas trop l'intérêt, mais sinon, on a sur un déploiement réel qu'on exécute dans notre atelier, on n'a pas beaucoup de distance. Donc FTTH, hein, ça signifie fibre to the home, donc fibre jusqu'à la maison. Alors il y a eu pas mal de polémiques, hein, avec les fournisseurs d'accès, hein, parce qu'ils ont tous utilisé le fibre jusqu'à domicile, mais il y en a un qui utilisait le coaxial télé qui arrivait derrière. Enfin, il y a eu pas mal de politiques un peu différentes sur la FTTH. Je pense que ça a été, le régulateur a fait en sorte que justement maintenant ça soit bien écrit quand on parle de fibre avec terminaison optique, une fibre avec terminaison coaxiale, justement pour dire qu'on fait bien de la fibre de bout en bout, puisque c'est ça la FTTH, hein. Dire que la FTTH est bien de la fibre du NRO jusqu'au client, et il n'y a pas de partie coaxiale qui arrive au milieu. Donc après, on pourrait voir plein de principes, hein, la FTTLA, pour pas taper toujours sur les mêmes non plus, la FTTLA, hein, la fibre jusqu'au last amplifier, c'est ce que fait un carré rouge, hein, en France. Il fait de la fibre jusqu'au dernier amplifieur. En fait, il utilise l'ancien réseau fibre qu'il avait sur la télé, sur le câble, et en fait, il récupère après la partie coaxial TV pour envoyer une partie fibre, ce qui n'est pas de la fibre. Donc obligatoirement, les débits maximum ne sont pas les mêmes qu'une fibre complète. Donc comme je le disais aussi tout à l'heure, en FTTH, il y a deux principes. Il y a le point à point et il y a la partie point à multipoint, donc ce qu'on appelle le GPON. Le point à point, en fait, c'est de dire, voilà, je pars du NRO avec une fibre, et cette fibre-là, je l'emmène jusqu'à chez mon client. C'était une décision qu'avait pris un des premiers fournisseurs d'accès à l'époque, qui avait lancé la première idée de faire un réseau tout fibre, hein. C'est pas pour ça que c'est les premiers maintenant, mais ils avaient décidé à l'époque de le faire. Le problème, bien entendu, de ça, c'est que c'est un coût qui est monstrueux. Alors c'est vrai qu'on a l'avantage de ne pas créer une nœud de saturation quelque part, mais c'est un coût qui est faramineux, parce que à chaque fois envoyer une fibre du NRO jusqu'au client, ça coûte extrêmement cher. Ça fonctionne très très bien, mais ça coûte extrêmement cher. Le choix en France a été passé sur le GPON, où le GPON, en fait, c'est là où on a le point de mutualisation, hein, où on va en fait partir avec une fibre qui a une capacité, d'accord, qu'on va après diviser en nombre de clients. Donc là, par exemple, sur l'exemple qui est ici, c'est divisé sur 64 clients, d'accord. Alors c'est vrai, ça veut dire que si on a une fibre de 2 gigas, 2,5 gigabits, qui part du NRO pour arriver au point de mutualisation, chaque client peut potentiellement atteindre 2,5 gigabits. Le seul problème, c'est que bien entendu, si on a 10 clients qui se connectent, obligatoirement, chaque client n'aura pas 2,5 gigabits, parce que la fibre qui l'amène n'a pas cette capacité-là. Donc voilà, donc c'est vrai que le GPON a l'avantage d'être moins cher, moins onéreuse au déploiement. Par contre, elle ne permet pas vraiment d'ajuster facilement le débit,
Donc, on va se retrouver justement avec là peut-être des congestions futures, on n'en sait rien, hein, bien qu'on voit que, comme je vous disais, certains opérateurs sont passés en 10G PON pour amener du 10 gigas partagé, bien entendu, là aussi, mais ça veut dire que bon, voilà, peut-être que, comme on dit sur le terrain, les tuyaux qu'ils ont posés, ben, ces tuyaux-là, ils ont peut-être en fait une capacité qui a été donnée au départ, mais qui permet de grossir, hein. Je rappelle qu'au départ, la fibre en France, on offrait 100 mégas. Maintenant, je crois que l'offre moyenne à l'heure actuelle, là, depuis la sortie d'une certaine box, on est plutôt vers du 2 gigas. Donc avec une box à 10 et les autres qui sont à 2 gigas derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve, en fait, on voit que la capacité qui a été déployée au départ nous permet quand même encore d'évoluer et d'évoluer. Et c'est vrai que 10 gigas, même si on a beaucoup de téléviseurs 4K à la maison, je pense que ça doit pouvoir quand même assez faire. Donc ça, c'était pour une petite présentation des informations qui, moi, me paraissaient importantes pour mes élèves au niveau du déploiement FTTH et du déploiement qu'on est, nous, en train d'exécuter aussi dans nos ateliers, hein, puisqu'en fait, on a tous nos systèmes qu'on relie en fibre optique. On va s'affairer à relier en fibre optique la partie usine 4.0 maintenant. On a fait l'éco-quartier, on a fait la partie infrastructure, on a tout relié en fibre optique. Maintenant, on va s'occuper de l'industrie. Donc, on essaye de respecter le plus possible donc, les lois de déploiement qui ont été définies et les règles de déploiement, plus exactement, qui ont été définies. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ces règles de déploiement, elles sont très, très bien. Moi, j'ai trouvé ça très, très bien expliqué. Vous voyez, c'est Objectif Fibre, objectif-fibre.fr, où il y a des guides pratiques qui sont vraiment définis pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire le guide pratique pour le raccordement des services généraux. C'est des PDF à télécharger, c'est des petits fascicules qui sont vraiment très très bien faits et qui nous permettent justement d'avoir plein de choses dedans. Donc on a par exemple en 2017, on a eu le guide pratique du raccordement des locaux individuels à usage d'habitation et ainsi de suite. Je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Moi, je vais l'utiliser énormément avec mes élèves parce que dessus, il y a tous les cas de figure, il y a plein de schématisations. C'est-à-dire que c'est pas que du texte, il y a plein de schématisations. Donc voilà, vous avez le dernier en date qu'ils ont fait, c'est le guide pratique du raccordement des immeubles professionnels et entreprises neufs au réseau fibre optique mutualisé FTTH. Donc ils ont fait vraiment plein d'objectifs. Donc en gros, chaque année, ils en sortent un avec une particularité. Donc ce qui est pour moi un très bel atout pédagogique à donner à mes élèves. Ensuite, on en est déjà à 3/4 d'heure. Je sais que je vois Fred qui est revenu en vidéo, ça veut dire que je parle trop. Simplement une petite chose, voilà. Moi, j'ai fait un truc avec mes élèves de seconde et voilà, je sais qu'ils sont présents et moi, je suis très content de travailler avec eux chaque année et j'espère qu'on va pouvoir se retrouver très vite. On a fait plein de choses avec les élèves, on a fait plein de vidéos avec eux et moi, j'ai trouvé ce principe de faire exécuter le geste professionnel par des jeunes et de le filmer avec les jeunes, ça les met dans l'ambiance, c'est très ludique pour eux et ils y mettent vraiment beaucoup de cœur. Donc voilà, on a fait plein de vidéos sur une soudeuse qu'on utilise dans nos ateliers, hein, la DVP 740, qui est une soudeuse qui a l'avantage de ne pas être excessivement chère, mais qui fonctionne très bien pour l'utilisation qu'on en a nous. Donc voilà, on a fait plein de petites vidéos avec les élèves. Donc voilà, alors ça paraît pas grand-chose, hein, c'est des petites capsules vidéo. Je voulais simplement les montrer parce que c'est des jeunes qui les font et je trouve que pédagogiquement, c'est très très bon pour eux parce qu'ils s'investissent vraiment dans le jeu. C'est-à-dire qu'ils sont capables même de dire non, c'est pas bon, je recommence, il faut que je le refasse correctement, j'ai pas mis la fibre correctement. Donc on a fait plein de petites vidéos, donc tous les petits gestes, dégainer la fibre, le clivage d'une fibre, voilà, le petit clivage, pas qu'on voit à la main, ainsi de suite. Donc il y a la partie clivage, donc des choses très simples hein, voilà, c'est du geste professionnel. On parle beaucoup en ce moment du lycée professionnel. Hein, notre ministre nous a envoyé un mail pour nous remercier tous du travail que l'on exécute et on a tous la même difficulté dans l'enseignement technique, c'est de dire comment je fais pour le geste professionnel. Alors le geste professionnel, j'en discutais encore avec mon inspecteur hier soir, il n'y a pas que de le faire avec les mains aussi, il y a le voir, le geste. Donc c'est pour ça qu'on a lancé ces webinaires et lancé pas mal de petites vidéos explicatives. Donc là, voilà, le geste pour utiliser la partie cliveuse. Hein. Alors bien entendu, le mauvais clivage aussi. Hein. Donc l'avantage justement de ces positions de e-learning, ça nous permet d'avoir les informations. Alors là, ça va peut-être être écrit en trop petit, mais
En grossissant, voilà, on voit en bas qui est écrit mauvais clivage à droite. Oui, visuellement, ça se voit bien que le clivage n'a pas été fait correctement à droite. Donc voilà, plein de petites vidéos, puisqu'en fait, il y a des vraies vidéos qui existent. La procédure de DVP, ils ont fait une vraie vidéo complète, mais c'est vrai que moi j'utilise cette technique-là pour que les jeunes s'investissent aussi dans le principe. Non, Voilà pour la petite présentation. non, on a encore du temps, hein, Sébastien. J'avais remis juste la vidéo pour être sûr qu'elle remarchait, c'était tout. Donc, voilà, on en est à 50 minutes. J'avais promis de rester à 45. Mais maintenant, on va peut-être commencer à répondre aux questions s'il y en a. Je ne sais pas, Fred. alors, je remets la vidéo. Hop là. Oui, il y a énormément de questions. Énormément de questions aussi. Tout à l'heure, tu nous en parlais là, pendant ta présentation, les risques professionnels liés à la fibre optique. Ah ben ouais. Alors les risques professionnels. Alors ça c'est. Alors, je voulais en parler un petit peu cet après-midi parce que les risques professionnels c'est assez compliqué avec les longueurs d'onde. En fait, déjà bien entendu, un truc qui n'est pas vraiment bien défini, moi je trouve, c'est pas encore assez explicite. C'est simplement l'utilisation des gants. Dire, la fibre optique, quand on travaille de la fibre optique, moi, je l'ai vu encore avec mes élèves, hein, c'est-à-dire que quand les élèves, ouais, monsieur, les gants, c'est bon, on ne va pas les utiliser, après, ils ont les doigts qui piquent. Hein. C'est-à-dire que la fibre optique, c'est assez compliqué au niveau de la sécurité, parce que déjà, au niveau des yeux, ça peut être compliqué. Si vous avez une petite projection de fibre optique, même si maintenant, on a vu la cliveuse de tout à l'heure, hein, la petite poubelle qui est incorporée à côté, quand vous ouvrez, ça tombe dans la petite poubelle. Donc voilà, on va dire qu'ils ont limité les risques sur les projections de fibres. Mais pour moi, la fibre optique, ça doit se travailler avec une paire de gants et en fait, obligatoirement, à minima, même quand on fait juste l'installation sans faire de contrôle avec des lasers, obligatoirement, on devrait avoir à minima une paire de lunettes de protection sur les yeux, oui, pour éviter tout risque des yeux et des mains, parce que quand on travaille beaucoup la fibre, on a des petits bouts de fibre intégrés partout dans les doigts, et c'est très désagréable et c'est très compliqué à enlever en fait. Ensuite, alors, j'essaie de les répondre. Alors, si on a eu dans le chat tout à l'heure, mais tu ne devais pas l'avoir vers Sébastien, mais pour la correspondance du DSLAM cuivre, c'est l'OLT. Voilà, l'OLT, merci. Donc, j'essaie de lui souffler sur un petit message privé, mais ça n'a pas marché. Non, parce que je regardais pas. Parce qu'en fait, j'ai YouTube en même temps et je n'arrive plus à regarder tout le monde en même temps. Mais oui, c'est ça, c'est l'OLT, oui, en effet. Hein. C'est l'OLT, l'Optical Light Termination. Ouais, c'est ça. Alors, une autre question. Pourquoi les zones urbaines n'ont été fournies qu'après les zones rurales? Alors, pas spécialement vrai. Ça dépend des endroits, ça dépend de pas mal de choses. Les zones rurales, en fait, ça dépend aussi du département dans lequel vous êtes. Si eux, ils ont décidé de faire un collectif pour justement faire une installation de réseau fibre hors FAI, un FAI, après, il faut être logique. Un fournisseur d'accès à Internet, il est là quand même pour, entre guillemets, gagner de l'argent. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas une association à but non lucratif. Donc, ils sont là pour gagner de l'argent. Donc, c'est vrai qu'eux, ils vont déployer un réseau fibre optique où ils peuvent avoir rapidement du retour financier dessus, c'est-à-dire des abonnements. On le voit même dans les villes. Hein, dans les villes, quand on va se retrouver avec un petit quartier où il y a plusieurs villas et des immeubles, bizarrement, les immeubles sont fibrés vachement plus vite que les petites villas qui sont à côté, parce que c'est moins intéressant pour eux. C'est-à-dire que c'est plus facile de rentrer dans un immeuble et de déployer dans l'immeuble que d'aller raccorder un à un chaque villa à côté. Donc, alors, dans certains départements, oui, la zone rurale a été raccordée plus rapidement parce que c'était un vœu du département d'aller très très vite là-dessus et donc de créer leur propre réseau d'initiative publique, hein, ce qu'on appelle un RIP, le réseau d'initiative publique. Et après, donc, les FAI viennent se connecter à ce RIP-là. Hein. Ça a posé d'ailleurs des soucis à plusieurs FAI parce qu'ils n'avaient pas les technologies qu'eux voulaient. Enfin bon, il a fallu créer des adaptations pour pouvoir se connecter. Mais après, c'est vrai à certains endroits. C'est le rural qui est d'abord avant l'urbain. Et des fois, c'est plutôt l'inverse. C'est l'urbain qui est bien avant le rural. Moi, je suis dans les Alpes-Maritimes. Hein, donc,
Et ben, dans les Alpes-Maritimes, c'est d'abord les très très gros urbains et après les autres qui arrivent au fur et à mesure du temps. Sauf à certains endroits, nous on a la zone de Sophia Antipolis qui est un technocentre avec plein de nationalités où là il fallait de la puissance. Donc là ça a été déployé assez rapidement. Donc les petites, entre guillemets, les petites villes autour ont été aussi déployées assez vite. Voilà. Toujours des questions sur la sécurité. Quand tu nous parles de gants, c'est des gants anti-coupure, latex. Alors moi, le latex, je l'évite toujours. J'ai eu des mauvaises expériences avec des gants en latex avec des jeunes qui ne savaient pas qu'ils étaient allergiques et ça a été très compliqué. Donc j'utilise des gants anti-coupure, oui, les plus basiques possibles. Voilà, ils ont juste une face un petit peu renforcée, hein, c'est pas que du tissu, ils ont une petite face renforcée à l'intérieur des mains qui permet aux fibres de ne pas venir pénétrer à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment, je dirais que moi, les gants que j'utilise là-dessus, c'est vraiment les premiers prix des grands magasins du bricolage, quoi. J'envoie la réponse. Les longueurs d'onde, oui. Alors, pareil, je pense que c'est toujours les yeux, les voies respiratoires lors du clivage. Oui, alors c'est pareil, mais il n'y a rien de vraiment défini. C'est vrai qu'on pourrait dire, je travaille aussi avec un masque. Bon, bien qu'en ce moment, pour trouver un masque, ça risque d'être compliqué. Mais on pourrait très bien dire, oui, travailler avec un masque, c'est vrai qu'on pourrait inspirer de la fibre. Et il n'empêche que pour inspirer une fibre, il faut déjà avoir un volume pulmonaire assez important. Donc ce risque-là, il est pas trop engagé. Moi, c'est surtout au niveau des yeux que ça me paraît important qu'ils aient une paire de lunettes, même si je ne suis pas arrivé à trouver, alors peut-être qu'un collègue qui est présent ici va pouvoir me le dire, mais je ne suis pas arrivé à trouver l'obligation d'avoir une paire de lunettes quand on fait une installation fibre. Je n'ai pas trouvé. C'est-à-dire que quand je clive une fibre, j'ai regardé tous les textes que j'ai pu trouver, je n'ai pas vu l'obligation d'avoir une paire de lunettes de protection. Et, je me pose une question. Quel est le coût pour chaque fibre réalisée par un élève? Oh là, ça, faut pas compter. Si on compte le prix qu'on utilise par élève, on arrête tout, on rentre chez nous et on fait que des visioconférences, ça coûte moins cher. Je ne pourrais pas le dire parce que nous, on va déployer vraiment sur des systèmes. Donc, voilà, les systèmes qu'on monte, on les équipe tous de fibres. Alors, si je prends le prix d'un système pour la fibre, vous allez me dire c'est hallucinant. Oui, c'est hallucinant à l'installation, mais après, on a toutes les réparations, on a toutes les modifications. Donc là où ça revient, je dirais, plus qu'à une soudure. Donc voilà, ça va être une soudeuse fibre optique, deux, trois petites bricoles, peut-être un connecteur SCA-PC en plus. Voilà, après, c'est l'investissement de départ qui a le plus de problèmes. Voilà, après, réellement, le prix, je ne pourrais pas vous dire comme ça. Je ne sais pas, j'ai jamais évalué le coût qu'on a sur un atelier. Mais quand on a installé des fibres, moi, je sais que je laisse des longueurs fibres. C'est-à-dire que par rapport à un réseau où on a juste, nous, on a des trottoirs, on s'est créé des trottoirs avec justement la possibilité de mettre les BPEO. Dans les BPEO, quand on fait de la fibre, on n'arrive pas directement au BPEO, on ne soude pas. Je love le rouleau de fibre et je laisse le rouleau de fibre à l'intérieur, une bonne partie, pour que justement plusieurs élèves puissent intervenir dessus et réintervenir dessus, parce que déjà, d'une, ils peuvent se tromper, ce qui est normal, c'est des élèves, ils sont là pour apprendre, et donc pouvoir recommencer après sans justement que ça me recoute toute une longueur de fibre. Si j'ai tiré 20 mètres de fibre, je ne vais pas retirer 20 mètres de fibre pour l'élève suivant, quoi. On va essayer de trouver des astuces pour que ça puisse justement être limiter les coûts. Alors, je vois un truc très important, on parlait des dangers. Oui, l'alcool isopropylique, c'est vrai. Les NRS indiquent de travailler dans un local ventilé. Alors, local ventilé, on est d'accord. Alors, le problème de l'INRS, quand ils indiquent un local ventilé, la réponse officielle, c'est tous nos ateliers sont ventilés, puisqu'en fait, il y a des aérateurs donc, qui sont ventilés. Alors, c'est toujours pareil, c'est une réponse pas top, mais c'est vrai que l'alcool isopropylique, il faut y faire attention aussi, parce que déjà d'une, c'est de l'alcool, on est d'accord, et après il faut travailler dans un local ventilé. En fait, c'est un volume. Réellement, il faudrait compter un volume. Normalement, la plupart de nos ateliers, on n'est pas dans une chambre, donc on est quand même dans un compartiment qui fait plus que 9 mètres carrés. Donc on pourrait dire qu'avec les ventilations qui ont été ajoutées par les différentes régions sur nos installations, puisqu'on a des aérations qui sont faites, donc ça peut comprendre une ventilation en fait. Donc on n'a pas vraiment de risque
à ce niveau-là. Par contre, l'alcool peut être dangereux avec des jeunes qui voudraient jouer avec de différentes façons, en effet. Y a-t-il une raison en fait, sur le choix de la longueur d'onde, travailler en 1300 ou en 1550? En fait, si, ça fait partie du spectre lumineux qu'on utilise. Donc, l'habitude, on va utiliser souvent du 1550 parce qu'on se retrouve sur une longueur d'onde qui va être en fait moins dangereuse pour nous. Alors après, le moins dangereux, c'est toujours pareil. Moi, je sais que mes jeunes, je leur explique toujours que dès qu'il y a un faisceau lumineux, il faut toujours faire attention. Je ne rentre pas dans ces détails-là, parce que pour moi, c'est un détail qui arrive après tout ce qui est histoire de longueur d'onde. Ça devrait être fait un peu en physique, mais pour moi, c'est surtout du post-bac. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'ils arrivent à faire du déploiement et qu'ils comprennent qu'il y a plusieurs longueurs d'onde, donc qu'il y a plusieurs utilisations de spectre lumineux. Mais par contre, voilà, je ne rentre pas vraiment plus loin dans les détails, à savoir le pourquoi on utilise du 13-10 ou du 15-50. Voilà. Une autre question, non, c'est pas vraiment une question. Voilà, on nous dit que la seule protection, donc, ça serait les lunettes laser quand on va Oui. test. Voilà. Alors, les lunettes laser, oui, quand on fait du test, qu'il y a vraiment du laser. Quand on se retrouve à cliver une fibre, il n'y a pas de source dessus, puisque il n'y a aucune source qui est enclenchée sur la fibre quand on fait le clivage. Il n'y a aucune source qui est enclenchée sur la fibre quand on fait la fusion. C'était là la question. Après, pour tout ce qui avait test photométrie, réflectométrie, il n'y a pas de souci, ça c'est sûr. Les lunettes sont obligatoires et ça c'est bien défini. Par contre, quand on fait l'installation de la fibre, avant même les tests, c'est là où ça pêche un peu au niveau de la réglementation, je trouve. Dans les questions, alors excusez-moi, je les parcours tout un petit peu en même temps, j'essaie de les regrouper. Il y en a des nombreuses. Bon, la question, comment arrive-t-on à envoyer et recevoir des données sur une seule fibre optique? Quel type de fibre optique? C'est la technologie du half duplex ou du full duplex, en fait. C'est le même principe. Ça veut dire qu'on va utiliser justement des longueurs d'onde différentes. La 1310 et la 1550, en fait. On va communiquer dans un sens et dans l'autre, donc avec deux longueurs d'onde différentes. Pour ceux qui ont monté des connecteurs comment ça s'appelle, sur un switch optique et sur un transceiver, en fait, vous avez des petits connecteurs SPC qui sont fournis. Ils ont deux couleurs, en fait. Il faut bien qu'il y en ait l'un avec l'autre. Vous savez, par exemple, nous, on utilise, ils ont une couleur qui est bleue et l'autre qui est jaune. C'est du 1310 et du 1550. C'est justement pour faire le principe de répondre sur une longueur d'onde différente. Donc voilà, c'est un peu comme le principe qu'on a sur l'Ethernet. Pour faire du full duplex, en fait, on répond sur des bandes différentes. Voilà. Une autre question qui est arrivée, et tout à l'heure, un petit peu sur le déploiement de la fibre. Dans la FTTH, tu nous as dit le GPON ou le Pair-to-pair. Ouais, pair-to-pair. Donc, laquelle est le plus utilisée aujourd'hui? Je crois que c'est le GPON. Le plus utilisé, c'est le GPON, puisque les zones très denses, c'est typiquement centré aux grandes villes. Et après, même dans les zones très denses, il n'y a pas d'obligation de faire du pair-to-pair. Beaucoup de fournisseurs font du GPON pour une histoire de coût. Donc, le plus utilisé, je dirais à 80, je vais peut-être m'avancer un peu, mais à 90%, c'est du GPON qui est fait en France. Voilà. Je fais le tour des réponses techniques un petit peu, et puis après, on a d'autres questions plus sur les outils qu'on a utilisés pour la présentation, qu'on verra pour retrouver les vidéos. Je fais le tour des questions. Je fais le tour des questions techniques. Alors, on nous disait, est-ce qu'il est possible, tout à l'heure, en fait, quand tu étais sur les diapositives, tu montrais en fait les risques de mauvaise connexion. On a posé la question, est-ce qu'il est possible de vérifier avant de souder ou à faire une bonne connexion ou pas? Donc, en fait, c'est souvent la soudeuse qui va nous le dire, en fait, quand à 9 micromètres, moi, j'ai pas l'œil assez précis pour ça. C'est souvent la soudeuse, en fait, quand on vient positionner la soudeuse sur les deux axes. Et justement, c'est elle qui va nous montrer, en fait, et qui va souvent nous dire, attention, là, j'y vais pas, il y a un problème.
C'est-à-dire, c'est des soudeuses automatiques et grossièrement, elles savent quand elles sont capables d'aller souder ou pas. Donc, elles vont nous dire s'il y a un problème de position, de clivage. Donc, en général, c'est surtout la soudeuse qui nous le dit. À l'œil, c'est très difficile de voir qu'on a mal clivé, alors, mis à part si on a vraiment très mal fait le clivage, mais vraiment à l'œil, 9 microns, c'est très compliqué de voir. Donc c'est vrai que c'est souvent la soudeuse qui va nous permettre de nous dire ce que je vous ai montré dans la petite vidéo qui était ici. Hein. C'est-à-dire qu'ici, voilà, on s'approche. Si on regarde bien, là, on voit sur cette partie-là qu'il y a un défaut de clivage. Et c'est la soudeuse qui ne peut pas souder en nous disant non, il y a un défaut de clivage à droite. Voilà, refaites le clivage et après, on fera la soudure. Quelle est la distance minimum pour faire une mesure de fibre? Alors, je pense que ça va venir aussi un petit peu. C'est une question à laquelle on répondra cet après-midi dans justement mesure et contrôle sur les fibres optiques. J'ai pas entendu la question, Fred, ça a coupé. Quelle est la distance minimum pour faire une mesure de fibre? Alors, voilà. Alors, la distance minimum pour faire une mesure de fibre. Alors, quand on regarde tous les trucs, on y dit à partir de 50 mètres. Voilà, si on a une fibre de 50 mètres, alors la mesure, ça dépend ce qu'on appelle mesure. Si on fait de la photométrie ou si on fait de la réflectométrie. En réflectométrie, voilà, il faut 50 mètres pour commencer à avoir des événements qui se passent. On va mettre des bobines d'amorce, même de petite taille, de 250 mètres, pour éviter la zone morte à la réflecto. Donc, bon, ça, c'est des choses qu'on verra cet après-midi. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ce que je disais, c'est un petit peu quelque chose qu'on va voir cet après-midi sur les outils de mesure. Une autre question, alors pareil, est-ce que la soudeuse, par rapport à la vidéo que tu viens de montrer, est-ce que la soudeuse nous dit tout de suite combien on aura de pertes ou pas de pertes? Je pense que la soudeuse nous dit. Oui, alors, la soudeuse va donner une indication. En général, les soudeuses donnent une indication de la perte qu'on a générée par rapport à notre soudure. Voilà, mais ça reste une indication. C'est pas spécialement l'exactitude. Hein. Après, toujours pareil, hein, ça dépend de la qualité de la soudeuse que vous employez. Les soudeuses, il y en a à tous les prix. Moi, je suis parti du principe que d'acheter des soudeuses qui coûtent extrêmement cher pour appliquer les gestes, je ne vois pas spécialement l'intérêt à notre niveau. Moi, savoir que j'ai fait une soudure, mais que sur les 20 mètres de fibre que j'ai plus 1 giga, mais j'aurais quasiment 1 giga parce que de toute façon, j'ai pas de longueur. Donc voilà, nous, on a multiplié le nombre de soudeuses en prenant des soudeuses moins chères qui fonctionnent très bien, mais qui sont bien moins chères. Donc voilà, qui ont par contre des approximations sur les taux d'affaiblissement par rapport à la soudure qu'on a fait. Et des fois, on se dit, bon, on n'y croit pas vraiment. D'ailleurs, ça fait l'objet là de 4 questions. Hein, ouais. Voilà, avez-vous un contrat de... Alors, je vais dire les 4 parce que les 4 se ressemblent énormément. Hein. Avez-vous un contrat de maintenance? Y a-t-il de la maintenance calibrage à la risée sur les matériels comme les cuiveuses et les soudeuses fibres? Donc, avez-vous un contrat de maintenance avec votre soudeuse? À l'usage, les parties mécaniques peuvent dévier de leur axe. Est-ce que c'est un point d'interrogation? Hein, les techniciens des sociétés peuvent-ils intervenir sur site ou faut-il les renvoyer? Voilà. Donc, des questions. Alors, moi, vous avez vu le modèle de soudeuse, hein, c'est un modèle chinois. Donc, avec la société qui la vend d'origine, qui la fabrique, j'ai pas de contrat avec eux. Alors, surtout en ce moment, ils vont pas venir. Ils s'en sortent juste maintenant, ça va être compliqué. Non, j'ai pas vraiment de contrat. Même ces DVP, honnêtement, pour moi, je trouve que c'est très bonnes soudeuses. On a fait un nombre de soudures, de fusions impressionnant et elles n'ont toujours pas dévié de leur qualité. C'est vraiment, pour moi, du très bon matériel à pas cher du tout. Après, pour les cliveuses, voilà, on sait qu'à un certain nombre de clivages, il faut faire une petite action sur la vis pour que voilà, c'est défini. C'est une opération qu'on peut gérer nous-mêmes. Voilà, on vient remettre la cliveuse en état. Au bout d'un certain nombre de soudures, ça dépend de la cliveuse en fait. Hein, puis on s'en aperçoit vite quand on commence à cliver que la soudeuse à chaque fois nous dit qu'elle ne veut pas. Après, au niveau de la motorisation de la soudeuse, honnêtement, vu le prix de la soudeuse, avoir un contrat, je pense que ça me coûterait plus cher d'avoir un contrat sur la soudeuse pendant chaque année que de changer de soudeuse en fait, hein, tout simplement. Voilà. Alors sachez que bon, je préfère
Hein, mais SET et ERM, on vous propose des soudeuses, des soudeuses, hein, à, à- à bon marché, des soudeuses, on va dire, plus professionnelles. C'est aussi un petit peu à vous hein, de faire votre choix en fonction des fois du budget qui vous est alloué. Euh, alors, on va passer sur des questions qui sont, pardon, excusez-moi, qui sont un peu plus par rapport à la présentation. On nous demande quel est ton outil, Sébastien, pour faire tes présentations. Alors, comme je le disais en début de présentation, c'est un outil qui m'est prêté par la société SET, justement. C'est Storyline d'Articulate. C'est un logiciel d'e-learning américain qui a un PowerPoint, entre guillemets, mais très, très amélioré, qui nous permet de mettre plein de choses dedans, de faire plein de trucs avec une facilité d'utilisation qui est quand même assez sympathique. Voilà, donc c'est un logiciel qui est spécifiquement fait pour le e-learning. Moi, je m'en sers maintenant depuis un bon petit moment, encore plus ces temps-là, puisque les webinaires, il faut quand même tous les préparer, donc ça met du temps. Mais voilà, c'est Storyline, Articulate. C'est un très très bon logiciel. Il y a la possibilité d'envoyer vos applications sur une tablette. C'est ce que j'ai apprécié dans Storyline aussi, c'est-à-dire que l'applicatif, le player sur tablette n'est pas payant, il est gratuit. Et derrière, vous pouvez récupérer justement vos applicatifs. Alors si vous avez un réseau Wi-Fi qui fonctionne correctement dans votre établissement, vous pouvez laisser en ligne avec la tablette connectée en ligne, mais vous avez la possibilité aussi de charger l'application que vous venez de créer, de la charger sur le lecteur, sur le player Storyline de la tablette. Et comme ça, même la tablette en autonomie continue d'avoir votre présentation. Et quand vous retrouvez un réseau, vous pouvez remettre à jour si vous avez besoin. En deux clics, ça fonctionne. Alors, on nous demande un petit peu, mais là je vais pouvoir répondre, le contenu. Alors, deux choses. Où est-ce qu'on peut trouver les vidéos? Est-ce qu'on va retrouver le contenu sur quelle plateforme? Alors, les présentations, je vais répondre pour la partie présentation, je te laisserai répondre pour les vidéos. D'accord. Les parties présentation, je suis en train de reconstruire un petit site pour que vous ayez des accès justement aux différentes présentations qui sont faites. C'est le temps qui manque un peu en fait. Hein. On a beau être en confinement, ça demande pas mal de temps. Donc j'espère bien arriver à fournir. Alors j'ai fait pour le Smart Grid, là, pour le premier webinaire, il est déjà en ligne. Je pense que je vais utiliser ce site-là pour intégrer le webinaire du Smart City, intégrer aussi ce webinaire-là. Mais c'est vrai que ça demande un peu de temps. Donc on communiquera bien entendu avec chacun d'entre vous hein, au fur et à mesure qu'on a des évolutions. Vous les aurez le plus rapidement possible. J'espère que j'arriverai à trouver une cadence de fonctionnement qui me permet de quasiment sortir mon webinaire en direct, que je vous le fais, mais pour l'instant, j'y arrive pas encore. Voilà, donc juste une petite précision, hein, n'hésitez pas, donc en ligne, vous voyez Hugo Joanneau, Lionel Pénisson, alors, vous avez Laurence, mais je crois qu'elle a eu des soucis un petit peu, Laurence Mlac qui a eu des soucis de connexion. N'hésitez pas à revenir vers eux hein, pour leur demander tous les liens, etc., des présentations, des vidéos. Alors les vidéos, le webinaire d'aujourd'hui, donc bien sûr, il est enregistré hein, comme les deux précédents. Cet après-midi, donc on a celui sur mesure et contrôle. À l'issue, je vous referai une invitation. On abordera le PPMS, le plan particulier de mise en sûreté. Et dans cette invitation que je vous enverrai, je vous mettrai les 4 liens, vers les 4 vidéos de replay de cette présentation. Autre petite chose, alors, avec cette période un petit peu de confinement, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on a ce besoin un petit peu de vidéoconférence et dans ce qui a été mis un petit peu en œuvre, on trouve rarement des choses sur le STI. Donc URM, on a pris la décision là, de faire prochainement une plateforme de mise à disposition et des dossiers techniques, mais également du contenu un peu plus de connaissances, hein, où à l'intérieur de cette plateforme, on aura ce genre de cours.
bon, on débute, donc il faudra quand même attendre un petit moment. N'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook. Hein, vous aurez l'annonce officielle du lancement de cette plateforme Pro de Techno qui va s'appeler. Et là, vous aurez vraiment du contenu STI, électrotech, électronique, mais également, pourquoi pas, la maintenance, pour toute la partie aussi énergétique et numérique. Voilà. Je rebalaye un petit peu les questions. Oui, on nous demande où est-ce qu'on peut trouver. Alors, c'est simplement tout à l'heure. Tout à l'heure, en fait, tu nous as montré un site. Est-ce que tu peux nous redonner le nom du site où on avait tous les PDF Bien sûr. Objectif-fibre.fr. Alors, attends, je tape en même temps objectif-fibre.fr. Je pense que c'était ça la question. Voilà, envoyé. Bon, on me dit que certains ne reçoivent pas les emails. N'hésitez pas, alors, plutôt que de me donner votre email, tout ça, parce que là, dès que la réunion sera finie, je vais perdre toutes les informations, il n'y a rien enregistré, hormis tout ça. Donc, avec les questions-réponses et le chat, j'y ai pas. N'hésitez pas à nous envoyer autrement un email à contact, donc @erm le -du6 automatisme au pluriel.com. Je répète, contact ERM automatisme le -du6.com. D'ailleurs, regardez dans le chat, je vous le tape. Voilà, vous nous dites que vous voulez recevoir nos emails. À ce moment-là, bon, on a également une petite newsletter où on envoie ça. Donc vous dites voilà, je veux participer. J'aimerais recevoir vos newsletters et là-dedans, vous recevrez les informations. Je crois avoir fait un petit peu le tour des questions. Alexis, une dernière question technique. Voilà. J'ai une installation RJ45 chez moi. Ouais. Et bien sûr, on va venir m'installer la fibre. Donc, est-ce que je dois tout changer, mes switches, mes câbles, etc., vers mes imprimantes, tout ça? Non. En fait, à la maison, il y a la maison, on ne déploie pas de fibre. À la maison, on garde nos RJ45, on garde notre réseau VDI d'origine qui s'il a été monté, va pouvoir permettre de monter à 1 giga. Donc, alors oui, il y a certains fournisseurs qui vont vous proposer du 10 giga. Le 10 giga, il va se faire avec un connecteur directement derrière la box et pas de partout sur le réseau de toute façon. Voilà, déjà ça coûte extrêmement cher, les convertisseurs 10 gigas. Donc non, vous gardez bien entendu les RJ45, la fibre arrivera à la box, et la box est équipée d'un switch justement RJ45 avec des ports 1 giga qui va pouvoir distribuer dans votre maison le réseau en RJ45 et pas sur la fibre. On ne fait pas une maison en fibre optique pour l'instant du moins. Voilà. Juste, j'en profite, Hugo et Lionel, vous devez nous entendre. N'hésitez pas à mettre vos emails, dans le chat également, pour nous, tous nos participants, comme ça, voilà. Dans les conversations, il y avait une question qui m'a interpellé, que j'ai vue, j'aimerais bien y répondre. Est-ce qu'on pourrait déjà commencer par parler de la technologie des fibres en cycle 4 niveau de classe, donc 4e et 3e au collège? Oui. Oui. Nous, on en serait ravis. On en serait ravis justement que les cycles collège déjà prennent cette partie technique, qui devient une grosse partie technique obligatoire dans plein de domaines. En fait, il n'y a pas que dans le domaine de l'électricité ou de l'électronique. C'est-à-dire que tous les domaines auront besoin de la fibre bientôt. Les commerces vont tous être fibrés. Enfin, tout va être avec de la fibre. Donc oui, bien sûr, en parler au collège, c'est sûr. Si vous avez Attends. C'est pas ça? On t'a perdu. Annoncer ma connexion, a priori. à côté de chez vous, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Moi, j'accueille des collégiens dans mes ateliers tout le temps.
J'ai même accueilli des classes complètes pour leur faire des modules sur l'énergie, par exemple, où vous avez pas la chance d'avoir, entre guillemets, nos budgets non plus de lycée. Donc, nous, on a du matériel qui est en place. On a fait avec une collègue de physique de collège. On a accueilli la classe, on leur a fait le parvis énergie, on l'a fait dans nos ateliers. On leur a fait faire du photovoltaïque, on leur a fait faire du déploiement électrique basique, donc les interrupteurs et ainsi de suite. Donc, on leur a fait faire en réel sur nos installations. Donc voilà, c'est super bien passé, c'était génial, les gosses étaient super contents, nous aussi. Donc bien entendu, parler en technologie, la technologie fibre en collège, oui, que ce soit en techno ou en physique, bien entendu, il faut le faire. Et si vous avez un lycée pro à côté de chez vous, rapprochez-vous d'eux, parce qu'ils seront même ravis justement d'accueillir les jeunes et de leur montrer ce que c'est un lycée pro, que ce n'est pas obligatoirement une zone compliquée à gérer. Voilà. Voilà. Donc, je pense, voilà, donc les vidéos, les vidéos d'enregistrement seront disponibles sur Vimeo. Elles seront protégées par un mot de passe et ensuite après, donc le reste, comme vous l'a dit Sébastien, je suis en train de relire une question encore où j'ai trouvé les vidéos, tout ça, et le reste, Sébastien est en train d'y monter sur un site pour que ce soit disponible. Et on espère, dans les semaines qui arrivent, pouvoir vous proposer vraiment une plateforme de ressources de connaissances dans le domaine des sciences et techniques. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on n'en a pas trop, malheureusement. Voilà. Pas trop de plateformes de partage, c'est sûr, et on n'a pas trop d'interaction entre collègues. Des fois, de la même académie, c'est compliqué. En interacadémique, c'est encore plus compliqué. Et c'est vrai qu'on a tous des compétences, on a tous des choses qui sont plus notre dada que d'autres. Et c'est vrai que si on arrivait à tous partager les infos qu'on a, on ferait qu'un meilleur enseignement pour nos jeunes, en fait. Voilà. Il est quasiment midi. Sébastien, bravo. J'ai été dans les clous. Tu as été dans les clous. Encore un grand merci à toi pour cette présentation d'une excellente qualité. Merci à vous tous également de nous rejoindre. Ça nous met un petit peu du baume au cœur dans cette période un peu morose. Ça nous fait très plaisir de vous retrouver. Alors, la cadence est à peu près un webinaire tous les 2 jours. C'est à peu près. À peu près, sauf aujourd'hui. Voilà. En fait, au lieu de faire un gros webinaire fibre optique, décrivant et les fibres, soudeuses, cliveuses, etc., le matériel, les différents connecteurs, et ensuite parler des mesures dessus, on a préféré en faire deux plus petits, même si on reste bavard. Voilà, cet après-midi, on essaiera de faire encore plus court. C'est vraiment d'avoir des notions. Je rappelle, l'idée, c'est vraiment d'avoir des différentes notions. Ça met le pied et l'étrier à nos jeunes et ça leur permet après de s'intéresser par eux-mêmes aux différentes solutions et technologies qu'on propose. Donc cet après-midi, normalement, c'est un tout petit webinaire d'une demi-heure. En fait, c'est pareil, des petites vidéos qu'on a pu réaliser avec nos jeunes sur de la réflecto, pour montrer la localisateur de défaut, comment ça marche, d'avoir des choses qui nous permettent aussi de travailler pendant ces moments difficiles de confinement. Voilà. Je vous remercie à tous d'être venus et donc on vous donne rendez-vous à partir d'à peu près 14h20. Tous les inscrits, je vous ferai le petit mail, le petit mail de rappel. Ceux qui n'ont pas reçu les liens d'inscription cet après-midi, n'hésitez pas à nous envoyer des emails sur contact@ermautomatisme.com. On essaiera d'y répondre avant 13h30 pour qu'on puisse tous être présents à 14h. Voilà. On vous remercie. Sébastien, un grand merci pour toi. Merci à tous. Et puis on vous dit à tout à l'heure. Merci.